Mes amis, encore un épisode qui va parler d'événements tragiques, mais c'est le cycle sur les traumas d'intensément, commencé il y a quelques semaines maintenant. Et cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet qui peut prêter à controverse, à polémique, mais je pense qu'il était important de l'étudier. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'univers, au potentiel intellectuel, j'étais encore un jeune padawan Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, au potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'univers, au potentiel intellectuel, j'étais encore un jeune padawan amoureux des podcasts anglophones et je me suis intéressé à ce sujet d'abord via ces sources-là. Cela m'a mené vers une conversation étonnante et fascinante, une mini-série de podcasts intitulée Conversation on Gifted Trauma, ce qui signifie conversation sur le trauma surdoué, sur le forum Intergifted avec la psychologue Jennifer Harvey Salin, qui est aussi la fondatrice de ce forum Intergifted. Un peu plus tard, grâce au groupe Facebook qui s'appelait à l'époque Surdoué HPI en quête de résilience, je rencontrai Isabelle Devreker, l'auteur du blog Métacosme, un véritable ovni à découvrir et dans lequel elle vulgarise en français des notions anglophones à travers son cheminement personnel, ses intérêts pour la psychologie, la philosophie et une volonté aussi de comprendre l'univers des HPI. Nous avons ensuite réalisé un podcast ensemble uniquement audio sur le HPI vu par les anglophones, je vous mettrai le lien évidemment. Et Isabelle, membre actif du forum Intergifted, avait donc en 2021 à l'époque écrit un article éclairant sur le concept de Gifted Trauma, article qu'elle a adapté et amélioré pour l'occasion de cet épisode aujourd'hui, et c'est un honneur pour nous tous. Alors, je tiens tout de même à préciser, je ne voudrais pas encore une fois que l'on se méprenne, il ne s'agit pas là encore une fois de comparer des traumatismes atroces que l'on peut vivre lorsque l'on subit une épreuve qui est véritablement qualifiée de traumatisante, c'est-à-dire un accident grave, un viol, des violences physiques, un harcèlement, etc. Et je peux vous l'affirmer, que ce soit Isabelle Devreker, Jennifer Harvey Salin et moi-même, nous sommes évidemment conscients de tout cela. Nous avons vu d'ailleurs avec la psychologue spécialisée en criminologie Laurence de Joncker sur l'épisode sur l'expertise psychologique criminelle que selon la définition du DSM-5, le traumatisme en tant que tel placerait plus ou moins la victime en face de sa mort, et ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre à la légère évidemment, mais nous avons aussi découvert dans ce cycle, avec Nathalie Boisselier et ses conférences, le concept d'ACE, d'ACE. Les ACE, Adverse Childhood Experiences, que Nathalie a traduit par les adversités dans l'enfance, désigne donc ces adversités, ces expériences négatives vécues pendant l'enfance, telles que des abus physiques, émotionnels ou sexuels, la violence domestique, mais aussi les négligences, les dysfonctionnements familiaux comme la toxicomanie ou la maladie mentale d'un parent, les disputes répétées ou les séparations. Et certaines de ces adversités subies de manière régulière, répétée sur un temps prolongé, même si elles n'étaient pas d'une intensité égale à celle d'un viol par exemple, pouvaient provoquer des symptômes similaires aux troubles du stress post-traumatique complexe. Et nous avons aussi pu comprendre avec Nathalie Boisselier et son étude que quelquefois les violences verbales, encore une fois répétées régulièrement et sur un temps long, pouvaient provoquer des troubles aussi forts que les violences physiques. C'est un concept, le concept des ACE, qui est connu depuis plus de 20 ans dans le monde anglophone, et c'est probablement l'une des bases que la psychologue Jennifer Harvey Salin a utilisée pour son concept de Gifted Trauma. Même si, à mon avis, il faudrait plutôt le renommer en adversité, plutôt que traumatisme si on ne veut pas choquer, évidemment. En tout cas, j'avais trouvé à l'époque le concept de Gifted Trauma vraiment fascinant et je le trouve toujours intéressant pour imaginer en profondeur les possibilités d'impact négatif que pourrait donner le fait d'avoir des capacités cognitives très élevées, alors que nous savons évidemment sur ce podcast sur Intensément que des capacités cognitives élevées, ça signifie en moyenne pouvoir lutter mieux contre tout un tas de problèmes et surtout ne pas avoir de problèmes psychologiques et psychiatriques. Ça, ce sont des idées fausses. Mais il peut tout de même y avoir des impacts négatifs précisément dus aux hautes capacités cognitives en fonction des contextes. Que l'on soit élevé dans une famille bourgeoise ou pas, dans un quartier pauvre ou pas, avec une famille de scientifiques ou pas, si on a accumulé ces impacts négatifs avec d'autres ACE, évidemment, cela peut influencer gravement notre estime de soi, voire plus.
Autre précaution essentielle, nous allons parler de concepts non validés et vous ne pouvez pas non plus vous autodiagnostiquer sur la base d'un article. Pour cela, il est important pour vous de contacter un ou une professionnelle diplômée et compétente. Voilà, maintenant j'ai fait tous les warnings qu'il fallait. On va maintenant mieux comprendre tout ça avec l'article d'Isabelle Devrécoeur et j'espère que vous allez le trouver intéressant. Sachant que cet épisode vous est encore une fois offert par les contributeuristes d'Intensément que je remercie du fond du cœur. Le financement participatif, vous le savez, c'est ce qui permet à ce média et à mon travail d'exister. Et si vous appréciez son contenu et ce qu'il vous apporte, rejoignez notre communauté. Il y a un lien pour cela dans la description de cet épisode. Vous aurez en plus des bonus. Et même si je suis encore en retard sur le lancement des plus gros bonus, et je m'en excuse platement, je suis débordé, cela ne saurait tarder. Merci intensément et bienvenue sur notre vaisseau spécial. Bonne écoute et bonne visionnade. The Gifted Trauma, article adapté et mis à jour octobre 2024. La douance est loin d'être une maladie. Et pourtant, mal comprise par notre entourage et par nous-mêmes, elle peut donner lieu à toute une série de micro-événements blessants qui, ensemble, peuvent éventuellement contribuer à former un traumatisme complexe ou développemental, généralement en conjonction avec d'autres expériences négatives de l'enfance, ACE. De façon très générale, c'est ce que l'on peut appeler le Gifted Trauma. Ce concept est de plus en plus présent dans les discussions sur les forums anglophones traitant de douance, même s'il est régulièrement utilisé dans un sens élargi et moins précis. Même dans cette sphère, ce terme est très récent. Il semblerait que la notion de psychotrauma liée à des spécificités de la douance ait commencé à émerger vers 2014, et les articles et podcasts qui en traitent ont germé à partir de 2019-2020. L'un des premiers médias à explorer le concept était la série de conversations enregistrées par Karen Eglinton et Jennifer Halvey-Salin dans le cadre de l'organisation Intergifted et dont certains passages du présent texte sont inspirés. Depuis, d'autres se sont emparés du sujet, comme Positive Disintegration Podcast ou Patricia L. Gently qui vient de publier un livre sur l'intersection de la douance et du trauma que nous n'avons pas à ce stade pu lire encore. Alors de quoi se plaint-on? De quoi parle-t-on? À moins d'être déjà sensibilisé au sujet du Gifted Trauma, ou plus généralement du traumatisme complexe ou développemental, la première réaction de beaucoup de gens est de se dire que c'est probablement un peu exagéré que de se plaindre d'éventuels effets secondaires de la douance. Ce n'est d'ailleurs pas dans l'air du temps, après les nombreux recadrages qui ont eu lieu au cours des dernières années autour des mythes sur le HPI. De plus, nous en savons plus aujourd'hui sur l'impact des expériences négatives de l'enfance, qui peuvent toucher tout le monde, sur le développement psychologique. Toutefois, certaines manifestations échappent encore à une explication claire. Notamment l'étude publiée par Nathalie Boisselier sur l'intersection des ACE et du HPI relève 3 points qui ne peuvent s'expliquer statistiquement par l'impact des ACE classiques, entre guillemets. Et là, je rajoute moi-même, les études citées par la psychologue Nathalie Boisselier indiquent clairement que les adultes HPI ont tendance à vivre davantage de crises de sens, de questionnements existentiels que la population générale. Les adultes HPI obtiendraient aussi des scores plus bas sur les aspects de l'échelle de bien-être psychologique mesurant la satisfaction des relations interpersonnelles. Et une étude mentionne aussi que les adultes HPI pourraient se sentir moins compétents pour gérer les défis du quotidien. Alors là, encore une fois, nous parlons de moyenne. C'est une note de RAF d'Intensément Podcast. Nous parlons de moyenne, ce n'est pas une généralité. Je continue l'article d'Isabelle. Sans vouloir être trop affirmatif, ces particularités pourraient s'expliquer par le Gifted Trauma. En effet, une réponse peu adaptée aux besoins spécifiques d'enfants HPI potentiellement déjà touchés par une ou plusieurs ACE pourrait donner naissance à ces exceptions. Alors pourquoi créer des catégories de trauma? Eh bien c'est comme toutes les étiquettes, ça gratte un peu, mais c'est utile. Cela aide simplement à savoir de quoi on parle. Les mécanismes du traumatisme développemental sont de plus en plus décrits, notamment par des experts tels que Bessel van der Kolk, en particulier dans l'enfance, lorsque certains besoins ne sont pas honorés, et lorsque l'on ne se sent pas validé, lorsque l'on n'est pas vu et reconnu, dit van der Kolk, on peut en déduire que l'on est inadéquate, ou trop ceci, ou pas assez cela. À force de voir des petits événements blessants se répéter, le trauma s'installe. Ceci est, disons, le tronc commun du trauma. Par contre, la nature et la manifestation des besoins en question sont différents selon les personnes. Les comportements et caractéristiques qui ne sont pas validés par l'entourage varient également. Et les personnes à haut potentiel ont par définition des particularités qui leur sont propres et les éloignent sur certains points de la norme. Et c'est dans cet espace spécifique que peut se développer la partie gifted du trauma.
C'est très bien dit, je dois dire, note de la rédaction de Intensément. Je continue l'article. Avoir un mot pour un phénomène permet éventuellement de trouver des pairs pour en discuter. Pairs, P-A-I-R-S. L'un des outils particulièrement indiqués pour se libérer du trauma est de pouvoir dialoguer avec des semblables, d'appartenir à un groupe dans lequel on recevra la validation que l'on n'a pas reçue par ailleurs. Autrement dit, il peut être utile de discuter entre hauts potentiels pour progresser. Encore faut-il comprendre le phénomène à sa juste valeur et avec la nuance, la précision et le recul nécessaires. L'idéal, lorsque l'on parle de trauma en groupe, c'est de ne pas avoir à s'expliquer, mais de sentir que les autres comprennent instantanément et viscéralement, dans le sens littéral du mot, ce que l'on veut dire. C'est là que l'on trouve de la validation et pas juste de la compréhension. Et il en va de même lorsque l'on recherche un thérapeute ou psychologue. Là aussi, il est crucial que la personne consultée soit à tout le moins bien informée sur la douance, ce qu'elle est et aussi ce qu'elle n'est pas. L'une des origines du gifted trauma est de se contorsionner mentalement pour agir comme quelqu'un entre guillemets de normal. Encore une fois, c'est mis entre guillemets parce que Isabelle de Vrecœur sait très bien qu'une personne HPI est normale comme tout le monde. Mais ce sont juste certaines capacités hors normes qui pourraient générer une certaine anormalité. Et souvent, continue l'article, les personnes concernées y arrivent plutôt bien, tellement bien que pour un regard peu aiguisé, il ne semble y avoir aucun problème. Et s'entendre dire qu'il n'y a pas de souci, comme en témoigne Jennifer Harvey Saline dans son podcast, autrement dit qu'on se fait des idées ou que sa souffrance est imaginaire, c'est une nouvelle petite coupure à ajouter à sa liste. Par ailleurs, si les sentiments douloureux du client en psychothérapie sont perçus et reconnus mais que leurs causes ne sont pas bien identifiées, le thérapeute pourrait essayer de ramener ce client à une, entre guillemets, normalité qui ne lui convient pas. Et là, en plus de ne pas se sentir à sa place, encore une fois, certaines personnes peuvent avoir l'impression d'être de mauvais clients, entre guillemets, et de ne pas vouloir faire ce qui leur est conseillé, vraisemblablement pour leur bien et même de décevoir le praticien. D'où la pertinence de catégories et la nécessité de trouver les bonnes contreparties pour explorer et guérir le trauma. Alors, les manifestations du gifted trauma. La honte de se sentir différent. L'une des émotions les plus fréquentes dans ce type de traumatisme complexe, comme dans d'autres, est la honte. Les participants aux discussions des groupes HPI racontent fréquemment le sentiment de ne pas se sentir à leur place, d'être différents, de devoir cacher ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils pensent, et de se conformer pour paraître normal et éviter le rejet, voire les ennuis. Cette tentative d'adaptation, en plus d'être épuisante, a de nombreux effets pervers. Alors là, je fais un aparté de la part de Raph d'Intensément, donc, pour préciser qu'il est évident que certains participants aux discussions des groupes HPI ne savent souvent pas qu'ils ont peut-être en plus du haut potentiel intellectuel, un trouble du neurodéveloppement, des traumatismes, des problèmes psychologiques autres, et que souvent, le fait qu'ils se sentent pas à leur place, qu'ils se sentent différents, ça vient de cela. Mais, encore une fois, ce que j'aime bien dans cet article, c'est de pointer du doigt certaines des particularités qui pourraient faire que l'on se sente différent à partir de nos capacités cognitives. Par exemple, lorsqu'on est dans un quartier où les gens n'ont pas l'habitude de lire, par exemple, et qu'on est une personne qui aime lire et qui aime lire les grands auteurs du 19e siècle, par exemple. C'est un exemple, évidemment. Ça ne m'est jamais arrivé. Je continue l'article. Quand on essaie de se fondre dans la norme, entre guillemets, il est rarissime d'être tout ce que l'on pourrait être. Cela supposerait de faire le sacrifice périlleux de laisser libre cours à sa rapidité de pensée, à sa créativité, à son intensité, à ses émotions et du coup à ces tas de bizarreries qui pourraient ne pas être comprises. Pire, on pourrait échouer. Et là, ce serait la preuve ultime que les autres, entre guillemets, ont raison, qu'on est seulement étrange et inadapté et arrogant d'avoir pensé le contraire. D'un autre côté, si l'on réalisait quelque chose d'extraordinaire, les détracteurs seraient bien obligés de nous accepter et de reconnaître que les qualités qu'ils rejetaient avaient leur intérêt. Mais pour que cela arrive, il faut que tout soit absolument parfait. Alors on pense et on pense encore à ce qui pourrait arriver et à ce qui pourrait mal tourner. Et finalement, il ne se passe rien. Ou ça marche bien, mais on est tellement convaincu que cela va foirer à un moment donné que l'on anéantit soi-même le fruit de son travail pour éviter que quelqu'un d'autre ou l'univers le fasse. Et on rajoute une couche de culpabilité et de honte, parce que si l'on était vraiment si intelligent, on devrait quand même pouvoir résoudre ses problèmes et s'occuper de soi-même. Comment cela peut-il avoir l'air si évident pour les autres de faire leur bonhomme de chemin ? C'est un exemple de scène qui peut se passer dans l'esprit d'une personne aux prises avec une certaine forme de gifted trauma. Dans ce paragraphe, on retrouve l'autocritique exacerbée, le syndrome de l'imposteur, la mauvaise estime de soi, le catastrophisme, le perfectionnisme, la procrastination et l'auto-sabotage. Ce ne sont pas des caractéristiques intrinsèques de la douance, mais le fruit du trauma,
probablement avec une composante générale et une teinte plus spécifiquement gifted. Deuxième manifestation du gifted trauma, la solitude. Il est fréquent de voir évoquer sur les plateformes de discussion le fait de se sentir comme un extraterrestre et de ne pas trouver ses semblables, ce qui est particulièrement pénible et dommageable, évidemment. En effet, nous avons besoin d'interactions sociales aussi authentiques que possible. L'idéal est donc de trouver quelques pairs, PAIRS, avec lesquels être réellement soi-même. Cela ne signifie pas qu'on va pouvoir exprimer tout son être sans retenue comme si l'on ouvrait une lance à incendie. Pshhh, c'est moi qui fais les bruits. Cela peut faire des dégâts aussi, sur les autres et donc par rétroaction à nous-mêmes. Dans le trauma, en quelque sorte, on ne respecte pas ses propres limites afin de se fondre dans la masse, d'être ce que l'on attend de nous. Et quand nous trouvons des gens susceptibles de nous accepter, il faut se souvenir qu'eux aussi ont des limites et les respecter. Et donc il est nécessaire d'apprendre à communiquer correctement, ce que l'on ne sait pas faire de façon innée. Enfin, ce que tout le monde ne sait pas faire de façon innée probablement. Ça c'est un rajout de Raph. On est affamé de relations profondes et signifiantes, et la tentation dès qu'on peut assouvir un besoin satisfait à 0%, c'est de faire le plein jusqu'à 100%, même si cela peut s'apparenter à du pillage, avoir des effets négatifs et entretenir la spirale du trauma. Mieux vaudrait peut-être se demander ce que cela fait d'obtenir déjà 30%, 50% puis 80%, afin de mieux mener sa barque. Autre manifestation du gifted trauma, des manifestations psychiques et physiques, comme le burn-out. Même dans les situations finalement assez éprouvantes, on peut avoir l'air d'aller tout à fait bien, de fonctionner normalement et d'être plus efficace que la moyenne. Lorsque l'on ne peut utiliser ses capacités à un niveau optimal et avec autonomie, il y a un risque de se mettre à faire du people pleasing, entre guillemets. Un super employé, un super ami, super parent, et donc d'accepter de faire toujours plus pour atteindre une hypothétique perfection, prendre la responsabilité des sentiments des autres, ou régir la vie de ses enfants, par exemple. Et puis, comment dire non à certaines demandes alors que l'on est capable de bien plus? Mais un amoncellement de sous-performance ne comble pas le gouffre laissé par l'absence de performance adaptée. Tout en consommant de l'énergie, même si on se met en sous-régime, surtout en fait, si on se met en sous-régime, puisque la satisfaction est inexistante et ne recharge pas les batteries. Un jour, le barrage derrière lequel tout cela s'accumule lâche, et cela peut causer un burn-out. Dans l'imaginaire populaire, l'épuisement, qui peut être non seulement professionnel mais aussi parental, compassionnel, moral et j'en passe, se produit lorsque l'on en fait trop, que l'on passe de longues heures à travailler et que l'on ne peut se reposer. Mais le burn-out signifie surtout que l'on n'a plus de ressources, quelle qu'en soit la nature. Or, il faut des ressources pour se conformer et se nier soi-même tout le temps, pour retourner au charbon alors qu'on n'en retire pas grand-chose, pour paraître parfait, pour sembler aller bien, pour supporter sa propre sous-performance. Alors ça, je refais un aparté de Raph d'Intensément. Vous reconnaissez là tout ce qu'on pourrait aussi nommer au niveau du trouble du spectre autistique, du TDAH ou d'autres configurations psychologiques ou psychiatriques, le masking, c'est-à-dire tous les efforts qu'on fait pour se conformer à la norme. Eh bien, il se pourrait, et encore une fois, non seulement ce n'est pas une généralité, mais en plus cela ne s'applique pas du tout à tous les HPI, il se pourrait que certaines manifestations de nos capacités cognitives fait qu'on devrait les masquer et utiliser toute son énergie pour paraître plutôt qu'être. Je continue sur les manifestations psychiques et physiques, la dépression et somatisation. Ne pas vivre selon ses propres valeurs mais celles des autres, c'est épuisant aussi. Et cela pose la question du sens de l'existence, surtout pour les esprits curieux, profonds et rapides. Une forme particulière de dépression peut les guetter, la dépression existentielle. En résumé, le sentiment qui se dégage est: si se conformer à des normes arbitraires est tout ce qu'il y a devant moi, qu'il n'y a pas de vérité absolue, que nous ne sommes pas permanents, fondamentalement seuls et insignifiants au regard de l'immensité de l'univers et du temps, à quoi bon? Essayez toujours de parler de ça avec des collègues de bureau, et vous recevrez vraisemblablement ce type de réponse: mais il faut pas penser à ça, tu t'en sors bien, t'as un bon job et ta carrière t'attend, tu as une belle maison, qu'est-ce que tu veux de plus? Ou encore: mais t'as qu'à faire un bébé et t'auras plus le temps de penser à ça. Aparté de Raph d'Intensément Podcast, ce qui est effectivement vrai. Pas sur toute la longueur, en tout cas pour les 2 premières années du bébé. L'article continue. C'est donc cela. Fuyons en avant dans la normalité, travaillons, consommons et pouponnons, pauvres gosses. Évidemment, les questionnements existentiels, ça se gère de meilleure façon que cela, mais il faut être conscient qu'une fois qu'on a contemplé ces considérations, on ne peut pas se remettre des œillères et les oublier. La somatisation entre ici en jeu.
Elle accompagne souvent les dépressions, quoi qu'il en soit, mais dans le cas présent, elle peut presque acquérir un côté pratique. Si une angoisse existentielle nous empêche de nous lever le matin, il est beaucoup plus simple de n'évoquer que des symptômes physiques invalidants, connus de la plupart des gens, que de tenter de s'expliquer. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le phénomène sous-jacent et obtenir l'aide nécessaire. Il n'y a pas de liste officielle de signes du gifted trauma. D'ailleurs, il est difficile de démêler ce qui provient exclusivement de la nuance gifted de ce qui est causé par d'autres types d'expériences négatives plus largement partagées. Tout cela a tendance à s'entremêler. Alors, de quel besoin parle-t-on ? Nous avons dit plusieurs fois que le trauma trouvait son origine dans le fait que certains besoins n'avaient pas été honorés et satisfaits par l'environnement social. Mais quels sont-ils au juste ? Il existe divers modèles de besoins, notamment celui de Maslow, qui est bien connu du grand public, du moins on croit bien le connaître. Les questionnaires liés aux ACE, Adverse Childhood Experiences, explorent au fond également une liste de besoins bafoués. Toutefois, pour la question qui nous occupe, les 3 besoins psychologiques de base, qui sous-entendent la théorie de l'autodétermination, TAD de Ryan et Deci, sont particulièrement intéressants pour nous éclairer. Selon les auteurs, il y a un lien entre la non-satisfaction des besoins d'autonomie, de compétence et de relatedness, la relation à l'autrui, et le fait de se sentir appartenir à une communauté ainsi qu'à quelque chose de plus grand que soi. Il y a donc un lien entre cette non-satisfaction de ces 3 besoins avec certains troubles psychologiques auxquels le trauma appartient. La variante influencée par la douance n'y fait pas exception et apporte à ces besoins une nouvelle coloration. Le besoin d'autonomie, besoin de déterminer, diriger et réguler soi-même ses propres expériences et actions. Certaines personnes à haut potentiel ont une grande curiosité, des intérêts variés, l'envie de comprendre, de creuser les sujets, d'explorer la complexité, etc. et la capacité de poursuivre ces buts. Ces traits sont chez eux plus intenses que la moyenne, cela signifie que soutenir leurs besoins d'autonomie revêt une forme différente de ce qui est généralement considéré comme suffisant. Dès la petite enfance, cela peut représenter un défi pour les parents, qui serait plus ou moins bien relevé. C'est pas toujours aisé de savoir comment réagir face à un bambin qui parle tôt, qui parle beaucoup, qui pose des tas de questions ou imagine sans cesse de nouvelles possibilités à les découvrir. À l'école, par exemple, à moins de bénéficier d'aménagements particuliers pour les HPI identifiés, l'autonomie se retrouve réduite du fait du programme et du rythme imposé. L'élève ne peut pas simplement étudier tout ce qui l'intéresse lorsque le désir lui en vient. En grandissant, les jeunes gens sont de plus en plus confrontés à des codes et des normes qui vont de pair avec la normalité, entre guillemets, telle qu'elle est vue dans leur environnement social. Il y a certaines attentes que l'on a d'eux et qui ne correspondent pas nécessairement, ce qui peut se prolonger tout au long de leur vie. En quelque sorte, il faudrait assurer à ces jeunes personnes plus de liberté et ce sans les laisser livrer à elles-mêmes, et c'est d'autant plus vrai si elles cumulent d'autres particularités telles qu'une seconde exceptionnalité, la double exceptionnalité, twice exceptional, c'est-à-dire avoir un haut potentiel intellectuel et un trouble du neurodéveloppement, particulièrement le trouble du spectre autistique ou le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le bien mal nommé TDAH. Mais, pour continuer l'article, c'est une adaptation qui ne leur est toutefois pas souvent consentie, pas par méchanceté, mais par manque de compréhension et de flexibilité de la part de l'environnement, à cause d'une certaine normativité ambiante, et aussi parce que la personne concernée par la douance n'est pas forcément elle-même capable d'exprimer son besoin et de décrire comment on peut lui mettre à disposition les ressources nécessaires. Souvent, personne ne nous a appris ni à déterminer, ni à énoncer ce dont on a besoin, personne ne nous a même dit qu'on pouvait se manifester en ce sens. À la place, il est fréquent d'intérioriser le fait qu'il faut se contenter de ce que l'on nous donne, d'où l'idée fausse que c'est nous qui sommes inadéquates. Dès que l'on est conscient de la méprise en tant qu'adulte, on peut travailler à faire valoir ses droits et besoins. Le besoin de compétence. Besoin de ressentir qu'on interagit de façon efficace avec l'environnement. Entre parenthèses, effectance. Lorsque l'on entend compétence, on pense tout de suite aux performances scolaires ou professionnelles. Certes, c'est là encore un domaine où les personnes HPI sont particulières par rapport à la population générale. Pas besoin de faire un dessin. Toutefois, il ne faudrait pas se méprendre, même dans ces domaines, sur ce que représente réellement la compétence. Il ne s'agit pas seulement de savoir faire ce que l'on nous demande et impose, mais aussi de ne pas faire moins que ce que l'on est capable, ou plus d'ailleurs, et d'être autonome dans le choix de l'activité et son accomplissement. Or, tout ce qui dépasse savoir faire ce qu'on nous demande, entre guillemets, est souvent négligé. Sur la question du moins, le cadre scolaire est souvent
insuffisamment stimulant pour un HPI. C'est trop simple, ça va trop lentement, et la seule réponse disponible est généralement de donner à l'élève plus de tâches du même niveau de complexité plutôt que d'augmenter cette dernière. En fait, c'est presque une punition. Tiens, tu t'ennuies à faire ça? Ben fais-en plus, dit l'article. Comme dit précédemment, une accumulation de sous-performances ne donne jamais le niveau de satisfaction d'une performance adéquate. Lorsque l'on obtient de bonnes notes, on n'est parfois même pas fier de soi. C'est tellement évident qu'il est presque gênant d'obtenir des compliments pour cela. Dès lors, il est difficile de pouvoir construire une estime de soi valable et de ne pas se prendre pour un imposteur. Il ne faut pas oublier que certains enfants très capables finissent par carrément décrocher du système scolaire tellement l'ennui les tenaille ou que des travailleurs font des burn-out ou des bore-out. Bore-out, c'est quand on s'ennuie. Sur la question du plus, une fois qu'on a démontré qu'on est un bon élève ou un bon employé, il est fréquent de devoir vivre en fonction de grandes attentes de la part des figures d'autorité, qu'on finit par s'appliquer à soi-même. Puisque je suis capable, il faut faire le plus de maths, ou autre choix possible, et avoir les meilleurs points, les meilleurs résultats possibles. Ah oui, et par ailleurs, il faut être ingénieur, ou neurochirurgien, ou astrophysicien, sinon on gâche son potentiel, c'est bien connu. Et c'est là, par exemple, que s'installe le perfectionnisme mésadapté. Ryan et Deci ne consacrent dans leur volumineux ouvrage qu'une demi-page au sujet des étudiants à haut potentiel. Ils y citent 2 études qui montrent qu'une certaine proportion de jeunes HPI, s'ils ont été identifiés comme tels précocement, cela va sans dire, sont soumis à ce qu'ils nomment un contrôle psychologique orienté vers la performance de la part de leurs parents. Simplement dit, on a vis-à-vis d'eux une attente forte en ce qui concerne leur performance scolaire et académique. C'est pas de bol parce qu'en fait ces jeunes gens montrent par la suite une plus grande amotivation par rapport aux études supérieures et sont motivés par la peur de l'échec plutôt que par le fait de réaliser leur potentiel. Dans ce cas, le besoin de compétence est mis en opposition avec celui d'autonomie et accessoirement de relatedness. Donc, aucun d'entre eux ne peut être pleinement satisfait. Et tous les autres contextes auxquels on ne pense pas. Il y a une myriade d'autres choses nécessaires auxquelles on voudrait se sentir compétent. Par exemple, se faire des amis et les garder, maîtriser les codes sociaux d'un groupe, s'intégrer, s'amuser. Ce sont des choses qui s'apprennent. Oui, mais vous savez, les enfants précoces sont souvent solitaires, dit-on. Ah oui? Et on se demande si c'est parce qu'ils le veulent ou parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Alors, précision de Raph d'Intensément, on dit que les enfants précoces sont souvent solitaires, mais référez-vous à l'étude de Nathalie Boisselier sur la socialisation et l'attrait pour la solitude des HPI, qui montre qu'en fait, il n'y a pas plus de solitude chez les HPI que chez les autres, mais il y a certains moments où les HPI voudraient être seuls pour réaliser certaines tâches ou pour une introspection ou d'autres choses. Vous regarderez cette étude si vous pouvez la voir, et sinon il y a un épisode avec Nathalie Boisselier, un épisode du podcast uniquement en audio avec Nathalie Boisselier, je vous le mettrai en lien. Je reprends l'article. Apprendre à apprendre, c'est aussi une capacité dans laquelle de nombreux HPI ont des lacunes. D'une part, on les applaudit lorsqu'ils semblent avoir la science infuse, et ce n'est pas vrai, c'est qu'ils ont appris par ailleurs sans même s'en rendre compte. Et d'autre part, il y a ce problème d'être suffisamment défié pour sortir de sa zone de confort et donc faire des efforts. La croyance qui s'en dégage est « si ça ne vient pas naturellement, c'est que ça ne doit pas être fait pour moi ». Au final, ceux qui ont des capacités intellectuelles normales et ont quant à eux dû maîtriser des techniques de mémorisation et de travail peuvent dépasser les étudiants au potentiel dans leur performance académique. Et donc là, le HPI se dit « ça prouve bien que je ne suis pas si doué que ça ». Il y aurait-il du syndrome de l'imposteur dans l'air? Et si on a établi que devoir faire des efforts montre une faiblesse, cela a des chances de se propager au domaine du sport, des régimes, des techniques artistiques, notamment la pratique d'instruments, tout ce qui ne vient pas spontanément. Être compétent à identifier, nommer et exprimer ses émotions, ses besoins, à se connaître, à se comprendre, à être heureux, à éprouver de la vitalité, ce serait sympa aussi. Eh bien non, avec une notion restreinte de la compétence orientée vers la productivité, le faire et l'avoir plutôt que l'être. Il n'est pas étonnant que là encore, l'environnement ne soit souvent pas propice à satisfaire le besoin des personnes à haut potentiel. Et enfin donc le troisième besoin, le besoin de relatedness. Besoin d'être en relation avec autrui, de donner et recevoir de la considération, d'appartenir à un groupe social ou à un ensemble plus grand que soi-même. Un excellent début en matière de relatedness serait de pouvoir compter sur l'amour inconditionnel de ses parents. Ce n'est pourtant pas si simple, quelle que soit la famille. Le cas échéant,
inconditionnel, cela sous-entend aussi qu'ils puissent soutenir les besoins d'autonomie et de compétences de leur enfant HPI, et c'est pas gagné d'avance. Entre mettre tout son cœur à essayer de bien faire et réellement bien faire, il y a une marge, et personne n'est à blâmer. On peut être soutenu à des degrés divers par des professeurs, des camarades, se sentir en contact avec le vivant à travers les animaux, la terre sous nos pieds, des tas d'éléments peuvent nous aider à trouver de la relatedness, mais il peut manquer parfois la certitude de pouvoir laisser tomber sa garde, d'être en relation authentique. On n'entre pas en relation avec autrui uniquement avec son cerveau conscient. On le fait également à travers des mécanismes plus anciens et subtils, notamment celui que l'on appelle la neuroception, dans la théorie polyvagale. C'est elle qui fait qu'on peut avoir l'impression de capter, entre guillemets, les émotions émises dans une pièce par les personnes en présence et ce de manière inconsciente. Pour se sentir réellement en sécurité, et donc pleinement accepté et validé, il est nécessaire que ce niveau de perception nous renvoie des signaux positifs. Cela n'a pas besoin de se produire tout le temps, mais au moins de temps en temps. Cela peut être le cas avec des gens qui nous aiment et que l'on aime en retour, ou dans un contexte tout à fait différent avec un ou une thérapeute au contact de la nature ou en présence d'une personne qui est, entre guillemets, sur la même longueur d'onde. C'est difficilement définissable et cela se trouve, mais pas forcément suite à un effort réfléchi. Il y a des choses auxquelles on peut porter attention et moduler le cas échéant. Par exemple, on peut être attentif en tant que parent ou éducateur à ne pas opposer les besoins d'autonomie ou de compétence à celui de relatedness. Il est aussi possible d'examiner les valeurs de son groupe social, de voir lesquelles nous correspondent ou non, lesquelles seraient plus alignées avec nous-mêmes, puis éventuellement de se mettre en quête d'un cercle auquel on pense pouvoir appartenir plus volontiers. Voilà, c'est la fin de cet article remanié. Alors je voudrais préciser que je n'y connais rien en théorie polyvagale, que si certains d'entre vous me disent que la théorie polyvagale n'est pas validée scientifiquement, il me semble que c'est le cas, qu'elle n'est pas validée, mais il me semble que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et qui serait de plus en plus étudié. Mais je fais confiance à Isabelle De Vrecœur lorsqu'elle parle de théorie polyvagale pour que ça soit le plus, entre guillemets, fiable possible. Alors un grand merci à Isabelle De Vrecœur pour avoir adapté et amélioré son article pour nous. Vraiment, c'est vraiment exceptionnel d'avoir ce genre de collaboration avec quelqu'un. Si vous voulez vous renseigner plus sur les ACE, vous pouvez regarder ou écouter évidemment les 2 épisodes avec Nathalie Boisselier, les 2 épisodes d'Intensément. Mais je vous conseille aussi le podcast de psychologie suisse qui s'appelle Dingue et qui a fait un épisode tout récent justement sur les ACE, sur le concept d'ACE, qui est titré « Tous traumatisés ?» et c'est justement un épisode dans lequel il essaye de faire la part des choses et d'expliquer le concept d'adversité et ses répercussions. J'espère que cet épisode vous aura apporté de la connaissance ou de la matière à penser, et si c'est le cas, vous pouvez s'il vous plaît faire les aides dont je vous ai parlé pour ce podcast. Merci Intensément. Portez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud.